Bonjour à tous et ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans Entre Cases sur Watch TV avec cette semaine Nicolas Adolphi. Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Et puis il est derrière la vitre, il n'est pas loin, notre partenaire BD Gestes représenté par Laurent Genati. Salut Laurent. Salut Emma. Salut Laurent. Que des beaux gars ce soir, et pas que, parce que j'en ai un troisième. Il est à ma droite, il s'appelle Mathieu Sapin. Il est avec nous dans cette émission pour évoquer sa double actualité. Le Gérard, c'est Depardieu évidemment, vous n'avez donné que son prénom, mais c'était suffisant, c'est probablement l'acteur français le plus célèbre au monde. Et il est avec vous pendant 5 ans, vous avez raconté son histoire et votre parcours à tous les deux pendant ces 5 années. Et puis je disais une double actualité parce qu'on est à quelques jours seulement du premier tour des élections présidentielles et vous rééditez Campagne présidentielle parce que votre héros d'avant, c'était François Hollande. Vous aviez également passé 1 an avec lui lors de la dernière campagne en 2012 et c'est une réédition parce que vous avez publié 7 pages en plus sur la nouvelle campagne, en tout cas sur ce qui va se passer ces jours prochains. On va suivre ça, donc de la politique, du cinéma, une émission très variée aujourd'hui. C'est parti, c'est tout de suite. Alors Mathieu, je suis très enchanté de vous recevoir, enfin on est très enchanté de vous recevoir. Alors je vais faire un petit brief à nos téléspectateurs. Vous êtes né le 7 octobre 1974, vous avez donc 42 ans, je l'ai dit, je suis assez content de dire les âges. On ne sait rien de votre jeunesse, vous êtes assez mystérieux, hein. On ne trouve rien sur votre jeunesse, on ne sait pas si vous étiez sage ou pas sage, on ne le saura jamais. Après avoir fait les Arts Déco de Strasbourg, vous avez passé 2 ans au Centre national de la bande dessinée d'Angoulême, avant de rentrer dans le monde de la bande dessinée. Si on devait résumer un petit peu votre œuvre, je dirais que vous êtes... Pas facile. Pas facile, justement pas facile, parce qu'après plus de 40 livres à votre actif, il s'avère que vous êtes... sans aucun style défini, vous êtes un touche-à-tout, vous êtes capable d'aller dans la bande dessinée jeunesse comme dans la bande dessinée documentaire. D'ailleurs, en parlant de la bande dessinée documentaire, a priori c'est Lewis Trondheim qui vous a conseillé de vous tenter à ce domaine-là, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, en vous demandant de participer à sa propre collection chez Delcourt, c'est bien ça, pour la première fois ? La collection Shampoing. Il avait monté, Et donc vous avez commencé avec Feuille de chou qui était quoi L'idée de ce livre, c'était de raconter les coulisses du film Gainsbourg vie héroïque, réalisé par un autre dessinateur, Johan Sfar. Et donc Johan est un très bon copain, et quand il a commencé son film, Lewis Trondheim m'a dit mais ce serait vraiment intéressant de pouvoir raconter de l'intérieur comment on fait un film. Un making-of en dessin. Exactement. D'accord. Et je pensais y passer quelques jours, et en réalité c'était tellement passionnant que j'ai fait tout le tournage et même au-delà. D'accord. Ça a été la première expérience dans ce domaine-là. Le réel BD. Voilà. Ensuite il y a eu Libération. Et après, les choses se sont enchaînées. Moi, j'avais évidemment pas du tout imaginé faire ça, et puis c'est un peu chronophage, mais je suis tombé là-dedans, dans la BD du réel, la BD documentaire, je sais pas comment l'appeler. Et voilà, donc j'ai suivi Libération pendant 6 mois, et après, j'ai continué avec d'autres projets. On va en reparler évidemment avec l'actualité, mais enfin, c'est quand même un genre tout à fait spécifique et particulier. Oui, c'est-à-dire que les sujets étant passionnants, c'est difficile de dire non. Hein. Quand il y a des portes qui s'entr'ouvrent, c'est tentant de les pousser. Moi, je pensais en termes de scénario. Il n'y a pas de scénario, puisqu'en fait, c'est au jour le jour que le scénario se construit. Le scénario, il faut quand même arriver à raconter, à ce qu'on entre dans le récit avec un enjeu. Alors, un tournage de film ou une campagne présidentielle, il y a un but. Donc ça, c'est relativement facile. Mais après, je pense à la BD que j'ai faite sur l'Élysée ou sur Libération. Là, je rends compte d'une durée, donc 6 mois, 1 an. Et effectivement, il faut arriver à trouver des points d'accroche et puis des moments plus forts que d'autres pour créer une tension. Mais il y a quand même une écriture. Ouais. Et alors, d'un seul coup, le hasard fait que vous tombe dessus, enfin...
Entre guillemets, symboliquement, Gérard Depardieu, vous êtes, on vous propose donc, dans le cadre d'un documentaire, ce documentaire s'appelle Voyage au Caucase. Ouais, Retour au Caucase. Retour au Caucase, très bien. D'accompagner Gérard Depardieu pour reproduire en fait le périple d'Alexandre Dumas. Oui, c'est un peu technique, mais Alexandre Dumas avait fait à son époque un voyage dans cette région qui était complètement inconnue. Il avait ramené un livre d'impression de voyage, et il était parti avec un peintre, un ami peintre. Donc le livre était agrémenté de peintures de son ami, de gravures. Et l'idée du documentaire, c'était que Depardieu, qui a un lien assez naturel avec Dumas, de par d'abord sa prestance, son personnage, mais aussi il a incarné des personnages de Dumas, le comte de Monte Cristo, un des 4 mousquetaires, il a incarné lui-même, même Dumas, dans un film sur Dumas. Bref, donc il y avait une espèce de lien naturel, et pour faire un peu le duo, ils se sont dit on va trouver un dessinateur de BD. Et pour tout vous dire, je ne suis pas du tout le premier choix. En gros, vous le dites dans l'album. Oui, vous le dites dans l'album. Voilà, donc ils ont proposé à un certain nombre de mes collègues qui, pour plein de raisons... que vous êtes le premier courageux à avoir dit oui. Oui, alors, non, mais il faut dire que c'est quand même particulier, parce que le défi, c'était pas seulement de dessiner, c'était surtout d'être à l'écran avec Depardieu. Donc pour le documentaire, on nous voit, c'est vraiment un duo. Donc on est tous les deux, on parle, et je devais lui poser des questions, le faire parler, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas dans les attributions normales d'un auteur de BD. Ouais. Mais finalement, dans Gérard, dont on parle maintenant, vous mettez aussi en scène, vous êtes le deuxième rôle de cette bande dessinée. Oui, c'est un duo. Moi, je fais toujours ça dans les bandes dessinées un peu documentaires. Je me mets en scène, donc j'ai un espèce de personnage qui est censé être moi, qui me ressemble, mais qui est une version peut-être un peu simplifiée. Et l'idée du duo, c'est je le fais parler, j'essaye d'écrire les moments passés avec lui, mais c'est toujours des choses que j'ai vues. C'est jamais des choses qu'on m'a racontées. Je tiens à décrire des choses vraiment vécu. C'est en ça qu'on parle de BD documentaire. Voilà, cela dit, ce documentaire-là nous intéresse particulièrement parce que forcément, Depardieu, c'est un personnage mondialement connu. Vous le dites d'ailleurs à un moment du récit, c'est probablement le Français le plus connu dans le monde. C'est que partout où il va, vivant, bien sûr. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous en témoignez tout le temps. C'est que vous l'accompagnez sur les tournages, vous l'accompagnez dans plein d'endroits. Il y a toujours un type pour entrer lui demander un selfie. Enfin, c'est hallucinant à quel point, effectivement, il est connu partout. Oui, et puis quand il pisse dans un avion, ça fait l'ouverture des JT dans le monde entier. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. C'est que... Alors, c'est une somme d'anecdotes parce que vous l'avez suivi, on l'a dit, quasiment 5 ans, de 2012 à fin 2016. Voilà. Le livre se termine fin décembre. Et vous racontez tous les moments où il vous a emmené. Vous avez été tout le temps avec votre petit carnet à raconter ces histoires. Et il vous arrive à une somme de choses incroyables. Moi, je pourrais quasiment prendre une anecdote par page. Donc, alors, on va pas tout raconter. Mais est-ce que vous, déjà, il y a des moments qui vous ont particulièrement marqué au cours de cette rencontre et de ces échanges? Parce que vous notez, pardon, je dessine, mais vous notez aussi toutes les phrases qu'il dit quand il parle dans le banc de la bande dessinée. Ce sont ses paroles. La difficulté, c'était justement de choisir qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je mets de côté, parce qu'il est tellement intense et bigger than life que voilà, il faut sélectionner des moments, mais pas que des moments. Il y a des moments extraordinaires, il y a aussi des moments très de vie un peu. Je m'intéresse aussi aux toutes petites choses, à l'intime. Mais alors, je sais pas, moi j'aime beaucoup la séquence, par exemple au début, je le retrouve donc à Bakou, et la première chose qu'il me propose, pratiquement, alors qu'on se connaît à peine, c'est d'aller à la piscine. Oui. Moi j'avais pas de maillot de bain, mais donc on est dans son hôtel de luxe, et puis on se retrouve tous les deux à la piscine, et surtout après on prend une douche tous les deux, après la piscine, quoi. Et sauf que c'est des douches à l'orientale où tout est ouvert. Donc je me retrouve à poil avec Depardieu. J'adore votre doute avec tenue de soirée en se disant qu'est-ce qui va m'arriver. Mais j'aime bien cette séquence, outre, elle est drôle, mais aussi parce qu'il y a un truc de mise à nu qui... ça brise la glace tout de suite, c'est exactement. Sûr. Non, mais c'est vrai, et c'était vraiment quasiment la première fois que je le voyais, ou c'était la deuxième fois, mais... Est-ce que vous pensez qu'il l'a fait exprès, qu'il le fait ça sciemment, ou c'est parce que finalement c'est après coup vous vous rendez compte que ça a cassé la glace? C'est quelqu'un qui est hyper instinctif, c'est un acteur né, et tout ce qu'il fait, il va pas le réfléchir, mais il fait les choses comme ça à l'instant. Donc s'il l'a fait, c'est que voilà, il le sentait comme ça. Et effectivement, il est étonnant parce que rien n'est complètement... Enfin, il essaye de laisser le hasard décider, mais en vérité, il est tellement dans l'instinct que il va toujours proposer des choses. En tout cas, il se passe toujours quelque chose avec lui. On s'ennuie jamais.
Mais est-ce que c'est un véritable humain ou c'est un acteur constant? Est-ce qu'il joue Depardieu constamment en fait? Mais c'est une bonne question parce que je pense qu'il est... c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'il est, il est devenu une espèce de c'est ce que je décris dans la BD. Nous, on le voit à la télé, il est too much, mais en réalité, il est comme ça aussi. Donc, il lui-même se dit, je suis une caricature vivante. Et on sent que c'est même pesant. À un moment donné, il souffre de cette espèce d'état de... Il dit, je suis comme un Bouddha vivant. Oui, les gens veulent me toucher. Et tout. Et un des moments que j'aime bien aussi dans l'album, c'est pas très loin, là, je crois que c'est quand il discute avec un chien, voilà, c'est là. Et c'est un des rares moments où je l'ai vu, il y avait personne qui le voyait, il pensait, moi j'étais caché. Et donc je le vois parler avec ce chien pendant 10 minutes. Mais en même temps, je sentais une espèce de libération parce que le chien s'en fout. Ouais. Il voit pas Depardieu, il voit voilà, un animal, très sympathiquement. Et donc, il lui parlait, il y avait un vrai dialogue entre les deux. Et je sentais que lui était enfin relâché, quoi. Il n'était pas dans cette espèce d'état où il est toujours regardé comme une bête curieuse. Vous pensez qu'il manque de relations naturelles? Il y a toujours un besoin, quand on l'appelle, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Il a des amis très proches, mais c'est vrai qu'il est tellement tout le temps too much que c'est difficile de se comporter normalement avec lui. Ouais. Mais on le voit notamment pendant les scènes en Russie, il y a tout le temps quelqu'un qui vient lui demander quelque chose pour aller faire la promo de telle chose, telle autre. Enfin, voilà, on se sert de lui beaucoup. Il en a conscience d'ailleurs. Il en a conscience, il en joue, ça lui plaît aussi, parce qu'il a un côté... c'est comme un chef d'État par moment. Il a une vie, on vient le chercher en bas des avions quand il atterrit dans un pays. S'il va dans n'importe quel pays, les autorités cherchent à le voir. Enfin, il y a une anecdote, c'est un micro-truc, mais qui est rigolo. Une fois en Azerbaïdjan, on se fait arrêter par la police. Moi, je me dis, parce qu'on était à fond sur l'autoroute, je me dis, bon, on va avoir des problèmes. Et puis non, les mecs, ils voulaient un selfie. Tu vois. Voilà, c'est sa vie. Quoi. Mais alors, vous partagez sa vie pendant donc, quasiment ces 5 années. Comment vous le vivez, vous? Parce que j'ai l'impression que c'est une tornade, c'est-à-dire que ce que Depardieu veut, Depardieu l'obtient. Exactement. Ça m'a amusé de voir votre retour où pendant une semaine vous restez allongé et vous avez pris 6 kilos, 15, etc. Je crois, c'est 15 kilos que vous avez pris parce qu'il bouffe tout le temps en plus. Voilà. Donc quand il bouffe, vous bouffez. D'ailleurs, il arrête pas de me dire goûte ça. Je suis assez gourmand, donc il faut pas me pousser beaucoup. Mais c'est vrai que lui, il mange vraiment énormément. En plus, pour les besoins du documentaire, au début de ces 5 ans, on était filmé en train de manger, donc il fallait manger pour la caméra. C'est-à-dire qu'on allait au restaurant pour le midi pour manger, et on sort du restaurant pour aller dans un autre restaurant où on va être filmé. Donc c'était complètement dingo. Mais son rythme de vie aussi. Il est à fond, tout à fond. Tout à fond. Donc, mais alors vous, tout à fond pendant 5 ans? Non, parce que moi je le voyais quand même par moment choisi, c'était pas 5 ans non-stop, sinon je serais mort, je pense, tout simplement. Non mais c'est vrai, il faut le dire que c'est un survivant, c'est quelqu'un qui a eu 5 pontages, qui a eu des accidents de moto plusieurs dans sa vie, qui a fait un coma, enfin, c'est une vraie force de la nature. Ah, il y a plein de scènes complètement délirantes. Alors, je ne vais pas parler de celle-là, je vous montre les images en passant, vous irez voir le bouquin, mais il y a une scène, alors je ne trouve pas la page là évidemment quand je la cherche, mais il y a un truc qui m'a quand même marqué, c'est qu'il connaît la date de sa mort quasiment. Il sait qu'il lui reste 7-8 ans. Voilà. Ouais, ça c'est un peu avant, Portugal, c'est par là, je ne sais plus, parce que là, vous bougez beaucoup. Bah oui, il faut suivre. La mort, c'est une thématique qui semble revenir quand même. C'est une thématique que moi, en tout cas, sur laquelle j'ai... Oui, c'est là. Il se donne 8 ans, voilà, dans 8 ans. Donc comme c'était il y a un an, voilà, c'est ça. Qui m'a semblé revenir souvent, et donc j'ai noté évidemment. Mais oui, il en parle beaucoup. Il a connu aussi beaucoup de personnes qui ont compté pour lui qui sont mortes. Bien sûr. Son fils, bien entendu, mais aussi des gens très très proches comme Jean Carmet, comme Piala, comme Barbara, comme Truffaut, etc. Donc il a aussi, faut imaginer que c'est quelqu'un qui a eu une vie tellement dense, tellement riche, qu'aujourd'hui c'est un peu presque faible. Il a connu des trucs de fou. Il a eu des audiences avec Jean-Paul II, il était intime avec Mitterrand, il allait à la pêche avec Fidel Castro, enfin c'est des trucs complètement dingos. Et mis bout à bout, on se dit mais il a eu 5 vies ou 10 vies. Et du coup, forcément, il a aussi tout ce vécu qu'il trimballe. On le disait tout à l'heure, c'est un des Francelet probablement le plus célèbre dans le monde, avec
François Hollande, qui est donc notre sujet de votre actualité. On va y revenir tout à l'heure, mais cela dit, en quelques mots, parce qu'à me dire, vous le citez à un moment, parce que vous voyez François Hollande, parce que ça se fait un peu concomitamment, tout ça. Et là, quand vous voyez François Hollande, vous lui dites que vous travaillez sur Depardieu, et vous dites que c'est le Français le plus connu du monde avec lui, et vous répétez l'anecdote à Depardieu, et qui dit, oh, non, je suis plus connu que lui, en fait. J'adore. Oui, oui. Et puis quand je lui ai donné l'album à Gérard, la première chose qu'il a faite, c'était... Il était content, il regarde ça, puis il dit bon, mais il y a plus de pages que dans l'Élysée, quand même. C'est ça, l'Élysée, c'est le château, c'est l'autre livre, voilà. Donc, voilà, vous avez plein d'actualités. Cela dit juste une chose, et cela dit, il a raison, Depardieu, c'est qu'effectivement, lui, ça fait 50 ans qu'on le voit sur les écrans. Hollande, il est très célèbre actuellement, mais probablement que les Français d'avant et les Français d'après auront oublié, tandis que lui reste effectivement dans les mémoires de tous. Voilà, enfin, c'est vraiment un livre, j'ai adoré. C'est vraiment un livre à mettre dans toutes les mains. Les petits, les moyens, les grands vont adorer. On va retrouver plein de souvenirs. Vous avez partagé ça. On l'a pas assez dit, mais c'est extrêmement drôle. Oui, vraiment, c'est vous très racontez drôle. ça avec beaucoup de saveur. Vous mettez, même parfois les pensées que vous avez, vous écoutez un truc, vous racontez, et puis vous mettez les sous-entendus. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Bravo. Merci. Voilà, c'est mon régal du moment que je recommande à tout le monde. Donc fabuleux. On revient sur Hollande tout à l'heure en fin d'émission pour reparler des élections, mais je voulais qu'on fasse un petit saut pour parler de la bande dessinée jeunesse. Alors juste un mot sur Akissi, parce que Akissi, c'est votre série, notamment actuellement avec Marguerite Aboué. Il y a déjà 7 tomes qui sont parus. Là, j'ai juste pris l'intégrale parce que ça pesait moins lourd, qui est sorti il y a 2 ans déjà, mais c'était les 5 premiers volumes qui avaient été réunis en plus petit. C'est génial, vraiment, ça se passe en Afrique. Marguerite Aboué, c'est l'auteur d'Aya du Haut-Pougon, voilà, qui avait donc fait une série pour les plus grands avec les Montbreuil, et puis du coup Akissi avec vous. Vraiment, voilà, ça c'est très délicieux, évidemment. Et puis parce qu'on a rencontré récemment Olivier Suppiot, qui lui a fait un livre jeunesse aussi que j'ai beaucoup aimé, et du coup je me suis dit que la BD jeunesse, forcément, ça allait vous causer. Vous le connaissez, Olivier Suppiot? Oui, bien sûr, je le connais bien. Ben voilà, ils viennent publier donc avec Joris Chamblin, Lily Crochette et Monsieur Mouche. Super. Et donc on l'a rencontré tout récemment au Salon du Livre et on avait envie de partager ce très joli moment avec vous. Bonjour Olivier Suppiot. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui à l'occasion de la parution de Lily Crochette et Monsieur Mouche qui viennent paraître aux éditions de La Gouttière. Un livre jeunesse, une bande dessinée jeunesse, parce que c'est quand même ce que vous aimez beaucoup, faire travailler pour les enfants. Bah oui, j'avais commencé donc vers 99 avec Marie Frisson, avec l'équipe de Cho. Donc c'est vrai que là c'est un peu on va dire un retour aux sources, même si j'en ai fait régulièrement des bandes dessinées jeunesse. Donc très très content de pouvoir faire ce livre avec Joris Chamblin et les éditions de La Gouttière. Joris Chamblin, c'est le scénariste effectivement de cette histoire. Il est venu avec son histoire complète, il vous l'a présentée, ça vous a tapé dans l'œil, comment ça s'est passé? Mais en fait ça a été un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que je dirais nos deux univers se sont rencontrés. Moi je voulais travailler sur les pirates, donc j'avais proposé aux éditions de La Gouttière un projet sur les pirates, mais au niveau du scénario, ils trouvaient que c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient aussi. Et donc ils m'ont proposé de travailler avec Joris parce que lui il avait une aventure pirate qui était là et qui n'avait pas encore de dessinateur pour La Gouttière. Et du coup voilà, ça a matché comme on dit et puis voilà, on s'est amusé sur ce premier album qui est parti pour faire une série. Alors mieux qu'un pirate, c'est une piratesse. Ouais, je ne savais pas que ça se disait, cela dit. Ouais. Vous l'utilisez dans le bouquin, je dis ah bon, on dit ça. Oui, c'est bien que ce soit un petit personnage féminin, moi j'aime beaucoup. En plus, on peut vraiment jouer avec beaucoup de codes, elle a du caractère, c'est vraiment un personnage qui n'a pas froid aux yeux, qui aime bien aussi, qui n'aime pas qu'on lui dise non. C'est vraiment un personnage une vraie aventurière, quoi. Et donc elle est la fille du gouverneur, donc la fille du personnage le plus haut placé dans le village, et puis elle ne fait que des bêtises, et notamment, voilà, elle se déguise en piratesse pour aller vivre ses aventures. C'est-à-dire qu'elle a en fait un peu une double vie. Elle est un peu comme une forme de Zorro des Caraïbes, c'est-à-dire qu'elle a une double vie où elle fait croire à son père qu'elle est, bien sûr, elle est sa fille, mais en même temps, elle est un peu ce contre quoi il lutte. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, on est dans un petit secret, enfin quelque chose qui n'est pas dit. Donc ça, c'est le petit ressort qu'a réussi notamment à amener Joris. Donc c'est vrai c'est plaisant à faire. Et puis en plus, comme je dis souvent quand je croise mes collègues en festival BD, moi j'ai l'impression d'aller à la plage tous les jours. Je vais dessiner en tongs et en maillot de bain, quoi. C'est hyper plaisant de pouvoir dessiner sur des couleurs caribéennes et pouvoir s'amuser avec les codes colorés qui sont les ciels bleus, les eaux cobalt, vraiment la plage aussi. Il y a beaucoup de jeux de lumière qui peuvent être intéressants. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur cet album, on voulait vraiment faire un album lumineux, vraiment jouer sur des couleurs. Et c'est vrai que pour ça, la couleur directe, c'est intéressant.
Oui, parce que c'est de la BD jeunesse, on l'a dit, donc c'est du 32 pages, c'est plus le récit est plus court. En plus, ce sont des demi-pages, on est sur un format à l'italienne, donc il y a forcément un récit plus raccourci. Mais le format à l'italienne, c'est pratique pour les enfants. On se met à leur niveau, ils ont des petites mains, et c'est pratique, très bien. C'est pour ça tout est pensé. Hein. Bah oui, je trouve que ça fait comme un livre doudou, donc on peut se balader avec, on peut l'emmener avec soi, et on peut le mettre dans son lit. Voilà, je trouve que c'est super, quoi, d'avoir un petit objet qui nous accompagne, et puis d'avoir en plus la possibilité de faire une série, c'est-à-dire de pouvoir faire plusieurs livres, et ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Lily Crochette, on l'a dit, c'est une série. Le premier volume vient de sortir. Il y en a un déjà qui est prévu, un deuxième qui est prévu cette année, il me semble. Oui, le deuxième sortira au mois d'octobre, il me semble. Il s'appellera Lily Crochette et Monsieur Mouche et la Nounou Vaudou. Donc tout un programme avec un personnage haut en couleur encore. Et voilà. On écoutera ça et on ira voir ça, évidemment, un grand plaisir. Lily Crochette, donc à mettre de toutes les mains, c'est paru aux éditions de La Gouttière, en toutes les mains, surtout des tout petits. Ils vont adorer, vraiment à partir de 4-5 ans. Vous savez, c'est les enfants. La BD jeunesse, parce que Mathieu Sapin est auteur de BD jeunesse, donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil aussi à votre autre... vous avez beaucoup travaillé pour la jeunesse au début, hein, vraiment. Mais j'ai commencé comme ça, moi j'ai fait une formation plutôt d'illustration jeunesse aux Arts Déco à Strasbourg. Ouais. On va changer radicalement de style, c'est le principe. On parle de toutes les bandes dessinées dans cette émission, Mathieu Sapin, et notamment avec Laurent Giannati, puisque c'est la rubrique Coup de cœur de BD Geste. Cher Laurent, je vais tout va bien. Surtout les livres que j'ai fait tomber, c'est pas grave. La fissure, en revanche, c'est notre coup de cœur du jour et vous aviez envie d'en parler. C'est un livre très prenant, très poignant. J'ai adoré aussi, je suis ravie que vous l'ayez choisi. Merci Emma. Oui, là on n'est plus du tout dans la série jeunesse, on est dans la série plutôt adulte. Alors, est-ce que c'est de la BD? On ne sait pas. On a du mal à le décrire, ce bouquin. C'est pas un roman graphique, ce n'est pas un roman photo. En fait, ce sont des photos qui ont été réalisées par Carlos Spotorno, qui est un Espagnol, et dans cela par Guillermo Abril, qui est aussi espagnol. Alors, on remonte en 2013, un petit peu après le printemps arabe. Et Guillermo Abril est journaliste à El País, le célèbre quotidien espagnol, et la rédactrice en chef lui propose de parcourir l'Europe à ses frontières pour découvrir un petit peu ce que sont les flux migratoires en 2013, donc après le printemps arabe. Et il parcourt un petit peu avec son collègue photographe toutes les frontières européennes, y compris des endroits un petit peu méconnus comme Melilla, qui est une enclave espagnole au Maroc. Là où il y a une enclave et où des réfugiés essaient de passer la frontière pour être en Europe alors qu'ils sont encore au Maroc. Donc il y a 25 000 photos qui ont été prises en 3 ans. Comme on peut le voir sur les images, les photos ont été retouchées, donc ce ne sont pas des photos naturelles. Elles ont beaucoup moins de profondeur que les photos originales, mais là on se rapproche un petit peu plus du dessin. Donc il y a des photos vraiment à tomber, notamment la couverture, puisque les auteurs ont assisté à un sauvetage au large des côtes libyennes, donc un sauvetage du même style que ce qu'on a entendu parler à Lampedusa par exemple. Donc ce sont vraiment des images extraordinaires. C'est à mettre entre toutes les mains. Il faut savoir que Guillermo Abril a écrit un récit à la première personne, donc ce qui donne vraiment une proximité avec l'auteur, entre l'auteur et le lecteur. On se sent vraiment pris par l'histoire, et lorsqu'on sait que ces histoires sont vraies, c'est vraiment à lire, à conseiller et à diffuser de partout. Édifiant témoignage, vraiment. Et le réalisme donné par ce jeu entre photos et dessin, c'est absolument saisissant. C'est un livre extrêmement intéressant. Ouais. On pense aux photographes, évidemment, autre grande bande dessinée photo, mais cela dit, là, il n'y a que des photos, il n'y a pas de dessin du tout, mais c'est un travail remarquable, vraiment, de journalisme à lire. Donc La Fissure, c'est paru chez Gallimard. Merci beaucoup, Laurent. Merci Laurent. On continue avec votre coup de cœur, Nicolas, c'est à votre tour. L'album que vous avez choisi s'intitule Streamliner. Absolument. Alors Streamliner, c'est le tome 1, il y aura 2 tomes qui s'appellent Bye Bye Lisadora. Alors nous sommes au milieu des années 60, au milieu d'un désert vivent Crystal et son père Evel O'Neill. Son père alcoolique, ce n'est plus que le fantôme de ce qu'il était, à savoir un champion automobile, et plus exactement un champion de streamliner. Le streamliner étant toutes ces courses qu'on a pu voir au cinéma dans des films tels La Fureur de vivre, l'équipée du Cannonball, ou même plus récemment Fast and Furious, à savoir des machines qui sont survitaminées et des courses sauvages dans des zones justement désertiques. Et alors que ce
couple, enfin ce père et cette fille vivent tranquillement, débarque un mystérieux bad boy qui leur demande l'autorisation d'organiser une course sur leur terre, puisque c'est un lieu privé, et donc qu'ils ne risquent pas d'avoir de représailles de la police. Donc, construit sur un scénario extrêmement simple, finalement, autour de personnages relativement typiques dans ce genre d'aventure, à savoir un alcoolique, sa fille courageuse, le bad boy mais plutôt séducteur, des méchants, des flics, des amazones, enfin, on a à peu près tous les personnages possibles et imaginables pour ce genre d'aventure. Un décor traditionnel, c'est en plein désert, c'est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Comme je vous disais, c'est très cinématographique. Et en plus, c'est dessiné par Fan, qui est donc le jeune auteur qui a repris, enfin un peu moins jeune maintenant, mais qui a repris le Jobar Team. Et donc, il y a une certaine habitude de dessiner toutes ces machines, que ce soit des motos ou des automobiles, ce qui donne quelque chose d'extrêmement dynamique. Bon, alors d'abord, c'est un livre extrêmement agréable. Il y a, je ne sais plus, 150 pages, ça se lit. Ah, c'est un gros livre, tout à fait. Écoutez, on va recommander ça aux fans de moto, vous allez forcément adorer. Absolument, ça se lit d'une traite. Et on sait que vous passez votre permis moto, Nicolas. Vous êtes en plein dans le sujet, c'est pour ça. On ne peut plus l'arrêter. Okay. Nicolas, c'est fini, vraiment, c'est super. Très bien. Toujours est-il que le deuxième tome sortira le 13 septembre et que j'ai hâte de voir la suite. C'est un très agréable moment à passer. Voilà. Bon, moi je prends 4 secondes vraiment pour vous montrer ce livre-là. Si vous avez confiance dans mes goûts, vous foncez en librairie, vous allez l'acheter. Si vous en voulez savoir plus, on se donne rendez-vous dans 15 jours, dans les prochaines émissions. Je vous la présente en long, en large et en travers. C'est un immense scooter. J'entends Laurent qui dit c'est génial. Oui, vraiment. Voilà, non moins 2 sur 3 dans l'équipe. Vous l'avez lu, Mathieu, vous connaissez ça? J'ai lu dans Spirou, ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est exactement dans le premier sens du terme, extraordinaire. Mais ça, on en reparle dans 2 semaines. Oui, c'est pour teaser un peu l'émission la prochaine, etc. Je voulais qu'on se garde la dernière minute avec Mathieu Sapin pour recauser de ce campagne présidentielle que je l'ai dit, qui ressort ces jours-ci, puisqu'on est à quelques jours à peine du premier tour de l'élection. Voilà, on avait envie de revenir dessus, puisque alors vous avez suivi, on l'a dit, pendant 1 an, la campagne présidentielle 2012. Ça ressort là avec un bonus. Il y a 7 pages en plus, pour ceux qui l'auraient raté, tant qu'à faire. Si vous aimez bien Mathieu Sapin, allez vous repiez ça, sachant qu'il n'y a pas grand-chose, ils font toujours 2 milliards de visites, enfin tout ce qui est raconté dans cette campagne 2012 est valable pour cette année. Oui, mais moi je voulais... j'étais content que l'album ressorte, parce que quand on le lit 5 ans après, il y a plein de choses qui paraissent complètement... d'abord très lointaine, mais les choses n'ont pas changé, et disons que ça met en perspective vraiment la situation actuelle. C'est-à-dire que on n'aurait pas du tout imaginé il y a 5 ans qu'on en serait là, et moi par exemple, pour avoir suivi François Hollande, je n'aurais jamais imaginé qu'il ne se représente pas. Ouais. Enfin, qu'auraient été les conditions pour qu'il dans ce fameux bonus à la fin, vous dites, de toute façon je vais attendre qu'il se présente et puis on y verra. Parce qu'on vous propose de suivre la campagne présidentielle à droite et vous n'êtes pas très chaud. C'est le Figaro qui vous commande ça. J'ai vraiment hésité, mais honnêtement, je n'arrive pas à me dédoubler, donc je terminais ma BD sur Gérard, je ne pouvais pas tout faire. Non mais voilà, donc en tout cas, moi je me suis régalée, vraiment, j'ai eu l'occasion de se replonger dedans, parce que voilà, c'est des choses pas vite. Et puis évidemment, le château est allé également passer 1 an avec Hollande, là pour le coup, à l'Élysée. Donc c'est vraiment, voilà, ma vie, mon œuvre, allez voir du Mathieu Sapin partout, mais évidemment, notre gros coup de cœur, énorme chouchou du moment, vous l'aurez compris, c'est Gérard. Voilà, 5 ans avec Gérard Depardieu, c'est extraordinaire, vraiment, j'adore. Mais c'est vrai, je suis fan, j'adore, je le dis. Merci 1000 fois à Mathieu Sapin d'être venu nous voir. Merci à Laurent Giannetti qui était en duplex avec nous, et grâce à lui, vous pourrez revoir cette émission sur le site de BD Geste dès demain et à volonté évidemment, sur YouTube, sur Dailymotion et sur Watch TV bien sûr. N'hésitez pas à revoir, à commenter cette émission sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag EntreCaseTV. On prend les questions, les réflexions, vos commentaires, on est ravis et on y répond toujours. Merci à Benjamin Vincent d'avoir réalisé cette émission. À dans 15 jours. C'est Christophe, la semaine prochaine. Et nous, à nouveau dans ce studio dans 15 jours. À très vite. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.